Jean-Jacques Gréteau, bonsoir et bienvenue à la librairie Dialogue. Bonsoir. Vous venez de nous présenter un livre intitulé Marc Sangnier, le semeur d'espérance. Alors le titre, nul besoin de l'expliquer. Pouvez-vous nous dire pourquoi est-ce que vous avez écrit ce livre, cette biographie de Marc Sangnier ? C'est une histoire qui plonge un peu dans les racines de ma famille, puisque j'avais mes grands-parents maternels qui étaient, disons, assez proches de Marc Sangnier, au niveau des idées, même un engagement à l'époque donc, de Marc Sangnier. Et moi, j'ai connu un petit peu leur engagement et l'histoire de Marc Sangnier, disons, vers ma 20e année à peu près, lors de repas dominicaux où il était assez souvent question de Marc Sangnier. Donc je me suis intéressé au personnage, à son histoire, à son action. J'y ai pris beaucoup d'intérêt, même de la passion, parce que j'ai trouvé que c'était une vie qui méritait d'être connue et une action qui méritait, à mon sens en tout cas, d'être saluée. Et donc, quand mon grand-père maternel, en l'occurrence, donc, est décédé, j'ai pas été surpris outre mesure de trouver dans ses archives une bonne dizaine de pages donc écrites sur Marc Sangnier. Donc évidemment j'ai lu avec intérêt ce qu'il avait écrit. Ça m'a donné l'idée d'aller plus loin, de prendre mon temps parce que j'étais en pleine activité professionnelle et donc je manquais de temps pour me lancer dans une biographie. Ceci étant, j'avais gardé bien précieusement cette dizaine de pages pas loin de moi, dans un tiroir, et le moment venu, donc je me suis décidé à partir de là à faire des recherches sur le personnage, sur son action, et donc à me lancer dans l'écriture de cette biographie, donc il m'a pris à peu près 3 ans. Alors Marc Sangnier, un homme d'action. Oui, Marc Sangnier, essentiellement un homme d'action. Un homme d'action qui a payé son action, disons, assez chèrement. On aura sans doute l'occasion d'y revenir. Mais je dirais que c'était plus un homme d'action qu'un penseur. C'était un intellectuel issu de la bourgeoisie parisienne, polytechnicien, mais qui assez vite a décidé donc de consacrer sa vie à ce qu'il appelait la cause. Donc la cause pour lui, c'était la défense d'un certain nombre d'idéaux pour lui. Notamment, alors Marc Sangnier, on aurait pu effectivement commencer par retracer sa vie 1873-1950. Donc le début de son action remonte à peu près à la fin du 19e siècle. Et homme d'action au travers d'un mouvement de jeunes qu'il a créé assez vite, assez jeune, qui s'appelait le Sillon. Et le Sillon a été un mouvement de jeunes catholiques au départ. Marc Sangnier était profondément catholique avant tout. Et puis très vite, il s'est rendu compte qu'il fallait aller au-delà et d'une part amener les catholiques vers la République, ce qui n'était pas une mince affaire. À l'époque, le camp catholique était, disons, hostile à la République. Progressivement, il est arrivé vers la République grâce au pape de l'époque, qui s'appelait Léon XIII, et puis grâce à des hommes comme Marc Sangnier, qui considéraient qu'il fallait évoluer vers la forme républicaine de gouvernement. Et puis, très attaché à des idéaux sociaux qui, à l'époque, n'allaient pas de soi, puisque il y avait beaucoup de misère en France. Sur Paris, on considère qu'à l'époque, Paris qui était une ville encore ouvrière, il y avait pratiquement la moitié des logements qui étaient insalubres. Donc des mouvements sociaux très importants. Et Marc Sangnier s'est assez vite engagé dans cette mouvance-là, la mouvance de contestation de l'ordre établi. Alors l'action, il a essayé de mettre ses idées en forme au travers d'actions, notamment en créant des coopératives ouvrières,
de consommation, de production, notamment en Bretagne. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais l'influence de Marc Sangnier en Bretagne, on est tout près ici du square Marc Sangnier, donc les élus bretons ont, au fil du temps, considéré que bon, c'était quelqu'un qui méritait d'être reconnu et honoré, parce qu'il a eu une action très forte ici comme ailleurs, mais notamment au niveau de la coopération, coopérative de consommation, coopérative de production. Je passe assez vite, parce que le temps nous est compté dans cette première partie, mais homme d'action également plus tard, au moment de l'entre-deux-guerres, puisque c'était la montée d'un certain nombre de nationalismes, le fascisme, le nazisme, enfin des forces belliqueuses. Et Marc Sangnier, très vite, dès 1920, dès que le traité de Versailles a été signé, a pris conscience finalement des risques de déclenchement d'un nouveau conflit et a été un des grands pacifistes des années 30, avec sans doute Aristide Briand, Ferdinand Buisson, des noms qui aujourd'hui ne disent peut-être plus grand-chose, mais ça a été des hommes d'action, très, très impliqués dans les mouvements pacifistes de l'entre-deux-guerres. Et Marc Sangnier est-il avant tout un humaniste? Alors c'était un humaniste, effectivement, qui plaçait, disons, au-dessus de tout la défense de l'homme. Ça passait par un certain nombre de principes pour lui essentiels, notamment l'éducation. Il considère qu'il ne pouvait pas y avoir de démocratie politique s'il n'y avait pas en amont, au préalable, une véritable politique éducative. Il ne sert à rien de donner le droit de vote à des gens qui finalement ont du mal à comprendre, faute d'éducation, un petit peu les contours et les enjeux d'un mouvement démocratique. Donc un humaniste à ce niveau-là, un humaniste évidemment au plan social, c'est quelqu'un qui s'est battu toute sa vie, pratiquement, pour défendre la condition des hommes. En ce sens, il a été assez proche des socialistes, assez proche aussi des démocrates chrétiens. Et c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, le Vatican, c'était un mouvement, ne l'oublions pas, un mouvement de jeunes catholiques. Le Vatican a considéré que le sillon devenait un mouvement perturbateur de l'ordre établi, en quelque sorte. Et la condamnation du pape est arrivée en août 1910, et l'humaniste Sangnier a été condamné. Son mouvement a été condamné donc par le Vatican. On pourra y revenir peut-être un peu plus tard, mais ça a été un grand moment quand même un petit peu de la césure entre la hiérarchie catholique officielle et puis une grande partie finalement des fidèles qui se reconnaissaient en Marc Sangnier, qui n'ont pas compris cette condamnation d'août 1910. Alors que reste-t-il aujourd'hui de Marc Sangnier? Un square à Brest. Et ailleurs, c'est pour, avant de répondre sur le fond à votre question, j'étais assez surpris au fur et à mesure de mes travaux du nombre de rues, de places, de squares, Marc Sangnier, un peu partout en France. Qui veut dire qu'il y a eu quand même une trace qui a été laissée. Homme d'action, humaniste, quelque part, il y a eu des traces qui sont restées et qui sont honorées de cette façon-là. Alors pour en revenir à votre question, que reste-t-il aujourd'hui de Marc Sangnier? Je crois qu'il y a des messages que j'ai essayé de classifier dans mon ouvrage dans 4 grandes familles, aujourd'hui 4 familles politiques ou syndicales. D'abord, je pense dans le gaullisme, c'est-à-dire cette famille donc, qui est morte le 27 avril 1969, au moment où De Gaulle a perdu le référendum sur le Sénat et la régionalisation. De Gaulle, quelque part, a reconnu d'ailleurs, y compris dans ses écrits, l'inspiration de Marc Sangnier. L'inspiration de Marc Sangnier sur le plan institutionnel, par exemple. Le Sénat, ni à l'un ni à l'autre, la forme actuelle du Sénat ne convenait. Le référendum, Marc Sangnier, comme De Gaulle, était partisan de l'appel au peuple à chaque fois qu'il y avait des questions très importantes qui pouvaient se poser aux Français, avec une nuance quand même, parce que De Gaulle considérait que c'était un pouvoir en quelque sorte régalien,
qui revenait au président de la République. Marc Sangnier, lui, considérait que c'était plutôt au Parlement de provoquer la procédure référendaire. Donc De Gaulle, les socialistes également, évidemment, puisqu'il y a eu des combats sociaux qu'ils ont partagés à plusieurs reprises, même si les socialistes n'ont jamais fait de cadeau à Marc Sangnier sur le plan politique, puisque trop catholique pour être accepté par les anticléricaux de l'époque, radicaux comme socialistes. Mais il a partagé quand même pas mal de combats avec les socialistes, les démocrates chrétiens bien sûr, avec notamment l'Europe. Marc Sangnier, quelque part, de par son rapprochement permanent avec l'Allemagne, on n'en a pas parlé, mais il y a eu des congrès dans les années 20-30, des congrès pour la paix aux quatre coins de l'Europe, avec les jeunesses françaises et les jeunesses allemandes. Il a fait beaucoup pour le rapprochement franco-allemand. C'est lui qui a été le créateur des auberges de jeunesse. Donc les auberges de jeunesse qui étaient également dans son esprit un des ferments du rapprochement entre les jeunesses françaises et les jeunesses allemandes. Donc là, quelque part, il y a cette mouvance démocrate chrétienne qui est présente. Et puis également dans le syndicalisme ouvrier, syndicalisme, notamment la CFDT, et syndicalisme rural aussi, avec la création de coopératives, là encore. Pour lui, le modèle coopératif était un modèle important au niveau économique, plus que le capitalisme. Il a toujours considéré que le capitalisme n'était pas forcément une fin en soi, mais qui pouvait être remplacé par un autre système. Et pour lui, le meilleur des systèmes, c'était le système coopératif. Pourquoi ce livre aujourd'hui? Parce qu'on est en 2010 et qu'on est précisément un siècle après la condamnation du Sillon. Donc il m'a paru intéressant de donner ce coup de projecteur sur Marc Sangnier un siècle après un événement qui pour lui a été un événement marquant, disons, dans sa vie d'homme d'action et d'humaniste. Voilà. Bien, merci beaucoup.